En réalité, une personne qui accuse quelqu'un d'imperfection, en réalité, le mécanisme qui se passe chez elle, c'est qu'elle voit quelqu'un qui s'exprime sur ce sujet, que ça la renvoie elle-même à tout ce qu'elle ne fait pas parfaitement. Et donc, en fait, au lieu d'utiliser ça en se disant, bah tiens, qu'est-ce que moi je pourrais faire de plus, de mieux pour être plus alignée, c'est beaucoup plus facile d'être en mode « mais toi tu dis ça, mais toi en réalité t'es pas du tout parfaite et regarde, et pour le mariage de ta meilleure amie t'as pris l'avion, etc. etc. » Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir Clotilde Dussoulier au micro de Basilic. Vous connaissez sûrement Clotilde. Elle est à la tête de Change ma vie. Change ma vie est une plateforme de coaching, mais également un célèbre podcast. Avec Clotilde, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éco-anxiété. Grâce aux conseils de Clotilde, vous parviendrez, du moins je l'espère, à mieux appréhender cette éco-anxiété. Non seulement Clotilde nous fait part de ses compétences en tant que master coach certifié, mais elle nous partage également son expérience personnelle en tant que femme et maman de 2 jeunes enfants. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Clotilde. Bonjour Jeanne. Je suis ravie de te recevoir au micro. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de te recevoir puisque tu es passée au micro durant le calendrier de l'Avent sonore. Mais cette fois-ci, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. On va parler de l'éco-anxiété, qui est un sujet d'actualité que personne ne peut ignorer, je pense. On va commencer par des présentations. Est-ce que tu peux te présenter, nous rappeler qui tu es et ton parcours, s'il te plaît? Avec plaisir. Merci Jeanne et merci de me recevoir. Donc, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée et je suis la fondatrice de Change ma vie. Change ma vie, c'est une entreprise de coaching qui propose un programme de coaching en ligne et sur abonnement. Et Change ma vie, c'est aussi un podcast sur lequel je partage des outils pour mieux comprendre les mécanismes de notre cerveau et de nos émotions, parce que ce sont, à mon sens, des choses qui manquent terriblement aux individus d'une façon générale et surtout par rapport aux périodes et aux enjeux auxquels on fait face actuellement. Je n'ai pas toujours été coach, j'ai plusieurs chapitres dans ma vie professionnelle, juste pour donner un peu un contexte. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Ensuite, j'ai été auteure culinaire pendant une 12aine d'années et je suis maintenant coach. Et à titre personnel, j'ai 2 enfants. Je pense que c'est intéressant aussi par rapport au sujet du jour, qui ont aujourd'hui 7 et 10 ans. Je suis mariée avec l'homme avec qui je suis depuis mes 17 ans et on vit à Paris, dans le quartier de Montmartre. Parfait, merci beaucoup Clotilde. Je ne savais pas que tu avais été ingénieure informatique, je savais que tu avais été autrice culinaire, mais je ne savais pas que tu avais été ingénieure. Alors, ce sujet de l'éco-anxiété, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un sujet auquel j'avais déjà consacré un épisode il y a plusieurs années maintenant, avec une psychologue. J'aimerais d'abord, pour recontextualiser, que tu nous définisses cette notion d'éco-anxiété, parce que peut-être que tous les auditeurs et les auditrices ne la connaissent pas, et surtout comment toi, tu l'interprètes aussi, ça peut être intéressant. Oui, donc l'éco-anxiété, la définition la plus simple qu'on peut donner, c'est l'ensemble des émotions, alors des émotions désagréables, qu'on peut ressentir quand on pense à des sujets en lien avec l'environnement et tout particulièrement avec la vision de tout ce qui va mal dans l'environnement et les prévisions qu'on fait sur l'évolution du climat, de l'environnement, de l'écosystème, des animaux, etc. Donc cette éco-anxiété, ça désigne le ressenti d'anxiété qu'on a quand on pense à l'écologie et l'environnement. Ce n'est pas une maladie, hein. Pour bien clarifier, il a été statué que ce n'était pas une maladie, donc par exemple par opposition à la dépression. Alors là-dessus, je voudrais apporter juste une précision. Alors moi, je ne suis ni psychologue ni psychiatre, mais en fait, moi, ce que je comprends de cette idée que ce n'est pas reconnu comme une maladie, c'est plutôt que ce n'est pas encore reconnu comme une maladie. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le corps médical, les spécialistes de santé mentale mettent souvent du temps
à qualifier, et je pense notamment au burn-out, je ne sais plus si à l'heure où on parle, ça fait partie mais la qualification en tant que trouble de santé mentale est parfois un petit peu en retard par rapport à la réalité de l'expérience des gens, tout simplement parce que, on le comprend, on veut pas se précipiter, on veut pas avoir l'impression de suivre un effet de mode, etc. Néanmoins, il me semble que de la même façon que certains troubles du comportement alimentaire ou certains troubles anxieux, l'éco-anxiété, si elle passe un certain stade et un certain volume et qu'elle prend une certaine place dans la vie des gens, je pense que dire aux gens c'est pas une maladie, ça peut finalement invalider leur expérience. Mais à l'inverse, leur dire c'est une maladie, ça peut coller une étiquette et ça peut rendre les choses plus difficiles. Mais voilà, l'idée de se dire c'est une maladie ou c'est pas une maladie, c'est très subjectif. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est assez complexe. Mais en fait, aujourd'hui, alors j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, bien évidemment, et à chaque fois, il est précisé que ce n'est pas une maladie. Et effectivement, je pense que ça peut invalider certaines expériences ou certaines émotions qu'on ressent. Donc, le conseil pour les auditeurs et les auditrices, c'est quand même que si cela vous pèse trop, ça peut être pertinent quand même d'aller consulter un médecin ou un psychologue. Il me semble qu'il y a peut-être aussi une dimension politique au fait que ça ne soit pas ou pas encore reconnu comme une maladie, parce qu'une partie de l'éco-anxiété est liée à l'impression que les personnes qui sont en charge de diriger le monde et nos pays ne font pas assez. Et donc, du coup, finalement, il y a dire aux gens, mais non, c'est dans votre tête et en réalité, c'est pas un vrai sujet, c'est une façon de nous dire, taisez-vous et c'est pas occupez-vous de consommer plus et de travailler de travailler plus. Tout à fait. Alors, c'est un terme qu'on employait peu il y a quelques années. On parle aujourd'hui d'éco-anxiété. On peut aussi parler de solastalgie, qui est ce sentiment de voir notre monde se dégrader. Est-ce que toi, ta communauté, ça fait plus de 5 ans que tu as ton podcast, que tu es master coach, est-ce que ta communauté te sollicite davantage à ce sujet ? Qu'est-ce que tu as observé ? Alors, j'ai observé qu'effectivement, c'est un sujet qui préoccupe énormément la communauté Change ma vie et les personnes qu'on accompagne dans notre programme de coaching. Je perçois une accélération sur les toutes dernières années et en particulier sur l'année 2022. J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'accélération avec un été 2022 qui a été particulièrement brûlant. Mais je pense que c'est quelque chose qui couve depuis, en réalité, depuis des années, avec effectivement cette accélération, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de plus visible en 2022 et une actualité qui, par ailleurs, a été anxiogène. Et donc, en fait, l'anxiété nourrit l'anxiété. Comment est-ce que tu accompagnes ces personnes qui te font part de leurs sentiments d'éco-anxiété ? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller ? Alors, une première, les fondations qu'on aide les personnes qu'on accompagne et aussi à travers le podcast, les fondations qu'on aide les personnes à poser, c'est déjà des fondations de connexion à nos propres émotions pour éviter autant que possible d'être en résistance aux émotions qu'on ressent. C'est ce que j'appelle parfois le deuxième étage du bus, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les émotions qu'on ressent, y compris les émotions pénibles, et ensuite, il y a les émotions qu'on ressent au sujet de nos propres émotions. Et donc, dans le cas de l'éco-anxiété, il y a finalement le premier niveau de difficulté qui est je suis témoin de différences de température, je lis des choses sur l'environnement, etc. Donc, ça crée de l'anxiété pour moi. Et ensuite, on peut avoir des pensées au sujet de ce ressenti qui sont cette anxiété m'empêche de vivre, si c'est comme ça jusqu'à la fin de mes jours, ce sera intenable, qu'est-ce que je transmets à mes enfants, que font les pouvoirs publics, etc. Et donc, en fait, il y a une sorte de spirale qu'on construit au-dessus. Et en fait, à mon sens, plus on reste au premier niveau des émotions qu'on ressent et plus on essaye de faire la clarté sur ces émotions-là et d'accepter qu'elles soient là et de les traverser le mieux possible, moins finalement ce ressenti est pénible, voire douloureux. Donc ça, c'est vraiment une première chose à se dire, c'est essayer d'observer votre éco-anxiété, vos ressentis anxieux au sujet de l'environnement, mais essayez de voir dans quelle mesure est-ce que vous n'aggravez pas finalement ce ressenti avec toutes les pensées que vous avez au sujet de cette anxiété, et ce qu'elle crée au quotidien, et à quel point c'est pénible, et comment ça se fait que tout le monde ne la ressent pas, etc., etc. Oui, parce qu'on peut parfois aussi ressentir un sentiment d'injustice
face aux personnes qui ne ressentent pas cette éco-anxiété. Moi, ça me l'a beaucoup fait il y a quelques années, de voir mes copines qui n'étaient pas du tout traversées par cette émotion-là, alors que moi, ça me rongeait de l'intérieur et je sentais poindre un sentiment d'injustice, en fait. Oui, c'est ça, comme s'il y avait une espèce de charge émotionnelle, une charge d'anxiété qu'on devrait tous ressentir, et comme si le fait que les autres soient anxieux aussi, comme si ça allait d'une certaine façon soit alléger notre anxiété, soit changer le cours de l'histoire environnementale, et ça se discute. Est-ce que tu as l'impression que cette éco-anxiété est encore plus forte lorsqu'on est parent ? Tu as précisé en préambule que tu avais 2 enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes, toi, à titre personnel ou même à titre professionnel avec les personnes que tu accompagnes ? Alors, il me semble qu'effectivement, il peut y avoir, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser autour de se reproduire ou pas dans un environnement qui est celui dans lequel on est. Donc, il peut y avoir, avant de décider d'avoir des enfants, la question c'est, est-ce que en choisissant d'avoir des enfants, est-ce que en fait j'aggrave le problème ? Donc déjà, il y a le coût environnemental d'un individu de plus sur la planète. Il y a aussi l'idée de, est-ce que je veux mettre au monde quelqu'un sur une planète dont je pense qu'elle va dans le mur ou voilà qu'elle court à sa perte. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a, une fois qu'on a des enfants, qu'on les aime, qu'on les voit grandir, il y a le décalage entre la planète qu'on aimerait leur laisser et la planète qu'on pense qu'on leur laisse effectivement. Et donc, en fait, je pense que quand on est soi-même adulte, bien sûr, on a un horizon de temps dans lequel on se projette, soit qui est jusqu'à potentiellement 80, 90, 100 ans. Mais à partir du moment où on a mis d'autres personnes au monde, notre horizon de vue, il est plus, on se dit, oui, mais j'aimerais bien que ça tienne jusqu'à ce que eux aient 80, 90, 100 ans. Et puis, bien sûr, mes petits-enfants, j'aimerais aussi qu'ils puissent profiter d'une planète qui soit en bonne santé, etc. Donc, je pense qu'en fait, cette éco-anxiété, elle peut être aggravée par le fait qu'on est sous les yeux des personnes qui, de préférence, nous survivront, mais je pense que les personnes qui n'ont pas d'enfants ne sont pas épargnées par ça, et bien sûr qu'elles ont bien conscience qu'il y a des générations qui nous suivent, et elles peuvent être aussi elles-mêmes très attachées à un neveu, le fils des amis, etc. Le rapport aux enfants, c'est que c'est tout de suite plus tangible et plus concret, que ce soit nos enfants ou d'autres enfants d'ailleurs. Ça peut être, comme tu le disais, un neveu, un filleul, peu importe. Mais c'est vrai que sur cet horizon, on a encore plus de difficultés à accepter le monde qu'on va leur laisser, bien évidemment. L'éco-anxiété, en psychologie notamment, c'est très souvent comparé au deuil, notamment pour les étapes qu'on traverse. Est-ce que toi, tu as expérimenté ces différentes étapes ? Est-ce que tu les connais ? Et qu'est-ce que tu penses de cette comparaison de l'éco-anxiété avec celle du deuil ? Alors, la première chose que je voudrais préciser, c'est qu'on a, en fin d'année 2022, diffusé 2 épisodes sur le deuil, justement, dans lesquels c'est un épisode que j'ai enregistré en duo avec une coach de mon équipe qui s'appelle Béatrice. Et donc, dans ces épisodes, on a évoqué justement cette idée le processus du deuil et l'expérience émotionnelle du deuil. Et justement, dans ces épisodes, en fait, on remettait en question cette idée des étapes du deuil. On explique plus en détail dans ces épisodes, mais en réalité, ce n'est pas une grille d'analyse qui est ni qui s'appuie sur de véritables données cliniques, ni qui est en réalité à l'usage très utile. Donc en fait, moi je suis plus dans une idée de se dire en fait, le processus du deuil, il est unique, comme la situation de chaque personne qui le traverse, et donc il y a des clés qui sont finalement plus universelles dont on peut se servir pour justement accepter le processus unique par lequel chaque personne peut passer. Je suis personnellement complètement d'accord pour rapprocher cette éco-anxiété d'un phénomène de deuil, parce que, à mon sens, il y a en tout premier lieu le deuil de l'avenir, l'idée de l'avenir avec lequel on a grandi. Et donc, en fait, il y a vraiment cette idée que, moi, quand j'étais petite, j'ai grandi dans les années 80, en fait, ce que je pensais être notre planète, mon avenir et l'avenir de notre planète, en fait, ça, je pense que cette idée-là, il faut en faire le deuil, parce que c'est pas ça qui se passera. Je ne sais pas ce qui se passera, mais en tout cas, c'est probablement pas ce que moi, j'avais imaginé. Et je pense qu'il y a aussi le deuil à faire d'une certaine forme d'insouciance et d'absence d'anxiété, justement,
qu'on a pendant longtemps perçu comme étant une sorte de droit. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé qu'en fait, ça nous était dû de vivre un quotidien dans lequel on pense que l'avenir de la planète est assuré, que l'économie ne va faire que croître, voilà. Et en fait, on s'aperçoit que certaines prévisions, certaines analyses semblent indiquer le contraire. Et donc, en fait, il y a, à mon sens, une espèce de deuil d'une vision simpliste de la réalité. Et à mon sens, plus vite on passe de l'autre côté, alors on ne va pas se presser, mais en réalité, là aussi, il y a un phénomène de résistance. C'est-à-dire que si on reste au stade de, finalement, d'être presque au bureau de réclamation de la vie en disant « mais moi, c'est pas ça l'avenir qu'on m'avait promis et normalement, les pouvoirs publics auraient dû et les gens auraient dû et comment ça se fait que des générations avant nous n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû, etc. » En fait, cette résistance, ça fait partie effectivement des phénomènes qui se passent au moment du deuil. C'est vouloir réécrire l'histoire et vouloir exprimer sa colère vis-à-vis de la vie. En réalité, ça fait partie du processus, mais ce n'est pas dans cette partie-là du processus qu'on est le plus serein et surtout qu'on est le plus en action. Et donc cette résistance-là, à mon sens, c'est la première à essayer dont on peut essayer de se libérer. Et après, pour les étapes qui suivent, il y a aussi une phase d'acceptation. Et ensuite, tu le disais, un passage à l'action qui, surtout lorsqu'on souffre d'éco-anxiété, peut être très bénéfique. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de se dire, tout le temps que je passe au bureau des réclamations, à essayer de chercher les responsables, à pointer du doigt, à en vouloir rétrospectivement à tout un tas de gens, en fait, cette énergie-là, comme je suis un être humain avec des ressources finies, déjà, cette énergie émotionnelle-là, elle est assez pénible à vivre, mais enfin, soit. Mais surtout, en fait, c'est autant d'énergie que je ne passe pas, que je ne dépense pas à m'occuper de moi en premier lieu, parce que je fais partie, en fait, on a tendance à l'oublier, mais en fait, les êtres humains ne sont pas séparés de la planète et de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement et l'écosystème incluent aussi les êtres vivants les êtres vivants et les êtres humains qui sont sur la planète. Et donc, si moi, je me rends l'existence impossible face à l'avenir de la planète, en réalité, ça ne va pas dans le sens de la sérénité et du bien-être de la planète en général. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut n'en avoir rien à faire et ne rien faire, mais ça veut dire aussi que, tu sais, il y a un proverbe qui est « charité bien ordonnée commence par soi-même », qui me vient là comme ça, mais c'est aussi écologie bien ordonnée commence par soi-même. Et en fait, le fait d'être soi-même, de s'occuper de soi et de s'occuper de ses besoins émotionnels, de ses besoins de repos, de sérénité, de calme, de joie, ça n'est pas négligeable et ça n'est pas égoïste et ça a, à mon sens, un impact parce que c'est ça qui permet de recharger ses batteries pour ensuite être aux autres, être au monde et être à l'environnement, un agent du changement et faire avancer les choses, de préférence dans le bon sens. Et tu fais une passerelle formidable avec ma question suivante, puisque lorsqu'on souffre d'éco-anxiété, donc qu'on a passé cette phase du bureau des réclamations et qu'on en est sorti, qu'on est passé à l'action, parfois on peut se sentir désaligné en fait entre notre vie professionnelle, parfois aussi ce qu'on a mis en place dans notre vie personnelle, ça peut être des loisirs, des hobbies, notre façon d'habiter, et avec ce qu'on ressent et ce qui nous semble juste pour habiter un monde plus durable et pourquoi pas imaginer un futur plus désirable. Comment est-ce qu'on parvient à rester bienveillant aussi envers soi-même en acceptant qu'on ne peut pas tout changer d'un coup? Parce que là encore, je parle de ma propre expérience ou de celle de mes auditeurs et auditrices, où on est vite frustré en fait, de ne pas pouvoir passer à l'action aussi vite qu'on le voudrait. On ne peut pas tous changer de travail du jour au lendemain, on ne peut pas tous changer de domicile du jour au lendemain. Et voilà, comment est-ce qu'on arrive à rester aussi bienveillant envers soi-même? Parce que c'est important. Oui, on touche là à des problématiques de perfectionnisme, en fait, qui sont très accentuées par la perception d'urgence, en fait, d'urgence à changer. Et en fait, ce qu'on sait du fonctionnement de l'être humain, c'est que l'être humain a du mal à changer dans l'urgence et à changer tout, du tout au tout, surtout avec une très grande exigence de perfection. Et donc, en fait, ça, on le voit dans n'importe quel changement qu'on veut apporter dans sa vie. Et en fait, on sait que l'humain a besoin d'avancer pas à pas, mais surtout d'avancer avec un bon carburant émotionnel.
Et donc, l'idée, c'est de se dire, de valoriser davantage le mouvement dans ce qu'on juge à titre individuel être dans la bonne direction. C'est-à-dire, tant que je suis en mouvement et tant que j'amorce des changements et que je suis honnête avec moi-même aussi, je vais dans la bonne direction. Et de la même façon que les changements qui ont été apportés à notre environnement et à notre écosystème ne se sont pas faits en un jour et ne se répareront pas en un jour, à titre individuel, on peut pas effectivement, comme tu le dis, changer tout autour, aller tous vivre dans une yourte au cœur de la France. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent et c'est formidable si ça leur réussit. Mais l'idée, c'est de faire attention, effectivement, à ne pas apporter des changements trop drastiques qui pourraient avoir après un effet de jokari où on se les reprend dans la figure ensuite. Et donc, en fait, à mon sens, l'idée, c'est plutôt de valoriser la mise en mouvement et d'attendre qu'un changement soit ancré et que ce soit une nouvelle habitude avant d'en empiler un autre par-dessus. Parce que, encore une fois, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, on soit dans l'épuisement total. Et ça, vraiment, je pense qu'on a le burn-out professionnel, on a l'épuisement familial, mais je pense qu'on pourra, à terme, identifier un épuisement d'engagement. Enfin, il y a aussi l'épuisement militant, hein, donc ça s'adapte aussi au militantisme environnemental. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se prenne un mur et que du coup, on ne puisse plus rien faire. Et donc là, à ce moment-là, ce sera finalement pire que de prendre son temps. Donc la différence, la comparaison, c'est pas entre je fais tout parfaitement ou je vais à mon rythme, c'est plutôt je vais à mon rythme ou je fais tellement trop en même temps qu'au bout d'un moment, en fait, je ne pourrai plus rien faire. C'est plus entre ces deux options-là qu'il faut comparer. C'est très intéressant ce parallèle que tu fais avec le perfectionnisme. Je l'avais jamais visualisé de cette façon, mais c'est vrai qu'on est tout de suite dans une recherche de perfection. Mais je pense aussi que c'est parce que dans la société aujourd'hui, si tu as le malheur de dire que tu es écolo, on va tout de suite t'opposer ce que tu ne fais pas bien. On va tout de suite te dire « Ah oui, mais la dernière fois, tu as pris ta voiture pour aller là ou comment ça se fait que tu prennes ton scooter, etc. etc. » Et tout de suite, on va essayer de pointer du doigt tes failles. Et donc, ça te renvoie à un sentiment finalement d'échec ou d'insuffisance. Oui, c'est le phénomène qu'on appelle pureté militante, me semble-t-il. C'est cette idée de se dire, en fait, si tu es la porte-parole d'un mouvement et si tu appelles de tes vœux un changement, tu as intérêt à être une sainte, en fait. C'est-à-dire, tu as intérêt à être absolument irréprochable en tout. Et en fait, donc c'est très dommageable, hein, bien sûr, à ces changements-là, parce que du coup, je sais notamment que sur les réseaux sociaux, ça empêche beaucoup de personnes de s'exprimer sur ces sujets, parce qu'en fait, elles se disent si dans la photo on voit le moindre paquet de quelque chose, etc., on va immédiatement, mettre ça mettre la loupe là-dessus. Et en fait, évidemment, le phénomène, peut-être que c'est pas évident, mais en réalité, une personne qui accuse quelqu'un d'imperfection, en réalité, le mécanisme qui se passe chez elle, c'est qu'elle voit quelqu'un qui s'exprime sur ce sujet, que ça la renvoie elle-même à tout ce qu'elle ne fait pas parfaitement. Et donc, en fait, au lieu d'utiliser ça en se disant, tiens, qu'est-ce que moi je pourrais faire de plus, de mieux pour être plus alignée, c'est beaucoup plus facile d'être en mode « mais toi tu dis ça, mais toi en réalité t'es pas du tout parfaite et regarde, et pour le mariage de ta meilleure amie t'as pris l'avion, etc. etc. » Et donc en fait c'est finalement une espèce de, je sais pas si t'avais ça quand t'étais petite, mais on t'envoie une insulte et tu faisais miroir, tu vois, tu faisais avec les mains comme ça. Voilà. Donc c'est une façon finalement de ne pas se poser des questions difficiles, mais plutôt de renvoyer une accusation ou une critique. Donc c'est très pénible pour les personnes qui se proposent de mettre le débat sur la table et d'être la porte-parole d'un changement. Mais voilà, il faut le voir il faut comprendre que le mécanisme, en fait, c'est juste c'est un épiphénomène du fait que les gens n'ont pas envie, en réalité, qu'on leur pointe du doigt leurs propres manquements, quoi. Tout à fait, et c'est valable bien évidemment sur ces sujets d'écologie, mais là je pense aussi au sujet de la parentalité par exemple, où cet effet miroir, et où on a tendance à dire miroir pour pas se poser de questions et remettre aussi en cause ce que nous on aurait pu faire avec nos propres enfants. Donc effectivement c'est très intéressant. Il y a un autre sujet qui me semblait assez pertinent, c'est celui de
parvenir à se préserver en fait des émotions qui seraient trop lourdes. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans notre épisode de Noël, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas écouté, mais finalement de parvenir à se préserver peut-être des informations dans les médias qui diffusent des nouvelles qui seraient trop lourdes émotionnellement pour nous. Comment est-ce qu'on peut parvenir à ça ? Parce que dans un premier temps, on a envie d'avoir de plus en plus de connaissances sur le sujet. Et puis très vite, en fait, on se rend compte que c'est trop et on n'arrive plus à mettre de distance. Et chaque petite nouvelle qu'on va avoir au quotidien va venir nous plonger dans un état de tristesse ou de nostalgie. Effectivement. Donc, la question de ce qu'on met dans notre cerveau, c'est-à-dire les informations au contact duquel on se met, c'est une vraie question parce que, en fait, notre cerveau étant une machine à analyser l'information, à la catégoriser et à la classer, en fait, il ne faut pas négliger la charge cognitive et la charge émotionnelle que ça représente de finalement tomber, surtout le soir au coucher, de tomber dans des espèces de vortex d'informations catastrophiques sur le monde. Et ce que je veux souligner, c'est qu'en fait, il y a ce même phénomène sur les news d'une façon générale, où en réalité, il faut bien comprendre que les personnes qui sont chargées de structurer cette information pour la restituer, une partie sont intéressées au fait que ça va capter notre attention et qu'on va être complètement magnétisé par ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'en descotcher. Parce que bien sûr, les médias, les sites d'information, etc., sont en fait leur métier, c'est de capter l'attention et de la conserver. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un peu un regard critique par rapport à ça. Non pas parce que les journalistes ne font pas ils font leur travail d'information, mais simplement pour se dire, c'est normal si j'ai du mal à m'en descotcher parce que l'information est structurée de telle sorte que je sois en fait finalement dans une espèce de fascination de cette information. Et donc l'idée c'est de se dire, c'est que chaque personne puisse s'interroger sur le niveau de détail et l'ampleur des informations dont on a besoin pour prendre des décisions qui nous paraissent judicieuses dans nos choix de vie et dans nos choix quotidiens. C'est-à-dire, il me semble que la plupart d'entre nous qui sommes au contact de ces informations-là depuis un petit moment, on sait ce qu'on a besoin de savoir. Donc après, on peut avoir besoin, envie, s'intéresser aux enjeux de ce qui se fait pas, les décisions qui sont prises, etc. Mais au quotidien, je pense qu'on sait tous ce qu'on a besoin de savoir sur qu'est-ce qui va dans le bon sens et qu'est-ce qui n'y va pas. Et je pense que c'est à chacun de se dire au quotidien, voilà, par rapport aux ressources d'énergie, et notamment d'énergie émotionnelle que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller faire le tour le tour de toutes les mauvaises nouvelles ? Donc ça, c'est une première chose. Et l'idée aussi, c'est de faire attention à l'équilibre d'optimisme et de pessimisme, parce que, bien sûr, avec le biais négatif de notre cerveau, on a surtout connaissance de ce qui va mal. Et la question, c'est est-ce que je peux trouver parfois des sources d'informations qui valorisent aussi les initiatives qui sont prises. Et donc, je ne dis pas qu'il y a des nouvelles forcément très réjouissantes. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on trouve tel glacier est en train de se reconstituer. Je ne sais pas si ces informations-là sont même disponibles pour être racontées, mais je sais qu'il existe des bonnes nouvelles sur certaines espèces d'animaux dont l'effectif commence à se reconstituer, des zones du monde où la nature regagne, etc. Donc, la question, c'est est-ce que je peux trouver des sources d'informations qui me montrent que tout ne va pas dans le mur, mais aussi des sources d'informations qui valorisent des initiatives, c'est-à-dire d'autres êtres humains que moi, qui œuvrent dans le bon sens, parce qu'une partie de l'éco-anxiété, c'est aussi d'avoir l'impression qu'autour de nous, tout le monde s'en fiche, qu'autour de nous, tout le monde fait exactement ce qu'il ne faut pas, que tout le monde prend l'avion, que tout le monde achète des trucs jetables, etc. Et donc, l'idée, c'est de se mettre aussi au contact de personnes qui partagent notre conviction et qui sont dans l'action pour aller dans le bon sens. Excellent conseil de se mettre au contact de personnes qui partagent finalement nos valeurs. C'est un très très bon conseil, et un conseil que m'avait donné Charline Schmeber, la psychologue que j'avais interviewée, c'était aussi de ne pas rejeter en bloc tous nos amis qui peut-être n'ont pas opéré la transition de la même façon que nous, même si on a l'impression des fois d'être un peu dans deux univers parallèles. Il faut aller puiser
chez ces amis-là, c'est pas évident à dire, ce qui nous fait du bien en fait, et de pas pointer du doigt leur manque d'action, mais plutôt de se dire avec elle j'aime partager un moment à papoter et ça me nourrit et ça m'enrichit et ça me fait du bien. Donc garder ces moments-là, c'est aussi précieux. Là, je m'adresse plutôt aux militants écolos purs et durs qui ont tendance à couper les ponts avec beaucoup de leurs proches, et c'est pas forcément la bonne idée non plus. C'est ça, et je pense que d'une façon générale, parce que ça c'est une question qui revient souvent, c'est comment faire pour finalement être une source d'inspiration, c'est-à-dire de finalement propager autour de nous ce qu'on perçoit nous comme étant la bonne façon de faire, la bonne façon d'évoluer, etc. Sans être, alors il y avait une personne quand on avait sollicité des questions là-dessus, sans être la mère la morale ou sans culpabiliser les gens. Et je pense qu'en fait, là, on peut revenir finalement, encore une fois, aux fondamentaux du fonctionnement de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain ne change pas bien dans la honte, dans la culpabilité et quand il se sent accusé, jugé, etc. Et donc en fait ça c'est on peut tous sur d'autres plans sur lesquels on n'est pas exemplaire se dire par exemple la parentalité, s'il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant mais tu sais que quand tu fais ça avec tes enfants tu fais ci et tu fais ça, etc. J'ai immédiatement un espèce de bouclier intérieur qui est mais je me sens prise en faute, je me sens accusée, je me sens mal et j'ai envie de tout rejeter en bloc et de renvoyer la personne dans ses buts. Donc en fait l'idée là encore c'est de se dire si on voit nos groupes d'amis comme étant un écosystème avec certains éléments de l'écosystème qui influent d'une façon favorable sur d'autres éléments de l'écosystème, en fait, il faut que ça fonctionne comme l'être humain fonctionne, c'est-à-dire plutôt dans la compréhension, la collaboration, le dialogue, l'inspiration, l'empathie aussi, parce que vu là où on en est, on sait bien, pour ceux qui ont un engagement qui est déjà bien ancré, ça s'est pas fait en 24 heures. Donc les gens en sont là où ils en sont, et encore une fois, c'est l'écosystème de chaque être humain, et il faut essayer de travailler avec plutôt que travailler contre. Tout à fait. L'empathie me semble être le mot-clé de cet épisode. On en a bien besoin. Est-ce que toi, Clotilde, à titre plus personnel, tu souffres ou tu as souffert, ou ça dépend des jours peut-être, d'éco-anxiété ? Alors, c'est vraiment quelque chose avec lequel je vis au quotidien, et d'autant plus que j'ai un mari qui est très... qui est lui aussi même encore plus préoccupé que moi par ces sujets, qui s'informe énormément, et donc on a beaucoup de conversations là-dessus. Et en fait, pour revenir au sujet du deuil, il se trouve que j'ai perdu mon père il y a 4 ans, et donc j'ai vécu pour le coup ce qui est un deuil un peu plus, au sens plus classique du terme. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que ce qui fonctionne pour moi, et donc je l'apporte pour ceux à qui ça pourrait parler, c'est en fait finalement de réserver des moments pendant lesquels on peut s'autoriser à ressentir pleinement toute l'intensité de nos émotions qu'on a au sujet de la perte. Alors c'était la perte de mon père, mais c'est aussi toutes les émotions de tristesse, de chagrin, de désespoir, d'angoisse, de frustration qu'on peut ressentir par rapport à là où on est la planète et où est-ce qu'on va. Et en réalité, de se dire, en fait, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, je faisais une session de yoga avec un truc enregistré sur Internet. Et en fait, à un moment où il y avait un mantra chanté, où elle nous proposait de visualiser quelqu'un qu'on aimait. Et en fait, j'ai eu intérieurement des images de ce que je sais être certains coins de la planète qui sont complètement dénaturés. Et en fait, j'ai laissé monter les images, j'ai laissé monter les larmes. J'ai eu une espèce de décharge émotionnelle. Alors j'étais seule, donc j'ai pu me laisser. Exactement comme je pleurais à chaudes larmes juste après la mort de mon père. Et en fait, on peut se dire oui, non mais d'accord, mais ça n'a pas sauvé la planète. Mais en fait, c'est vraiment en tant qu'être humain, on a besoin on a besoin de décharger ces émotions-là, et on a besoin aussi de préserver, à l'inverse, des moments de joie, de légèreté où on s'autorise à ne plus y penser. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on n'est pas des robots. On n'est pas des robots comme des espèces de machines à réparer l'environnement qu'on pourrait juste reprogrammer, et puis d'un coup, on se mettrait à être exemplaire, et puis on n'y penserait plus, et puis on se dirait, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, en fait, il faut essayer de
d'embrasser en fait qu'est-ce que c'est l'expérience d'un être humain en 2022 qui est au courant de certaines choses sur l'environnement. Et voilà, et on fait tous du mieux qu'on peut et c'est pas toujours joli à voir et ça peut être chaotique. Et c'est pas ce qu'on aurait choisi pour nous, mais c'est ça les cartes qui nous ont été distribuées. Et donc, juste essayer d'avoir justement cette empathie envers soi-même en se disant, on fait tous du mieux qu'on peut. Et c'est pas parfait, mais on essaiera de faire un peu mieux demain et encore un peu mieux après-demain. Merci beaucoup Clotilde pour ce témoignage. J'espère qu'il pourra être utile, mais je n'en doute pas, aux auditeurs et aux auditrices. C'était vraiment passionnant. Merci de nous avoir apporté ton regard de master coach. J'aime beaucoup la façon dont tu expliques le fonctionnement de notre cerveau, de nos comportements et de nos émotions. Donc c'était un vrai plaisir de t'écouter. Et puis à bientôt. Merci beaucoup Jeanne. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.